Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Un samedi sous surveillance dans les magasins, c'était le premier week-end d'ouverture des commerces dits non essentiels depuis des semaines. Nous verrons comment les commerçants ont veillé à faire respecter les règles sanitaires. Le cri de colère des libraires, de nombreux Belges font livrer leurs achats en ligne en librairie. Résultat, ces dernières sont ensevelies sous les colis. Témoignage dans un instant. Y aura-t-il finalement un nouveau comité de concertation avant Noël pour alléger les mesures? C'est en tout cas ce que demande le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On en parle en direct avec Didier Mkouache. C'est une situation à laquelle font face de nombreux Belges. Ils doivent continuer à payer des abonnements pour des services auxquels ils n'ont plus accès, comme les salles de sport par exemple. Alors, est-ce légal? Que dit la loi? Réponse dans ce journal. Enfin, nous irons à Paris où de nouveaux incidents ont éclaté cet après-midi en marge d'une manifestation contre la loi sécurité globale. Adeline Percept nous y attend en direct. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Il y avait donc du monde dans les magasins ce samedi. Certains ont profité de ce début de week-end pour faire du shopping. Les commerçants avaient mis en place des dispositifs pour faire respecter les mesures sanitaires. Alors concrètement, comment cela s'est-il passé sur le terrain? Réponse à Bruxelles et à Mons, Guillaume Wolf, Sébastien Girard. Doucement, s'il vous plaît, doucement! Doucement, doucement, mais ne pas trop tarder quand même, car la réouverture de cette partie de la rue Neuve ne va durer que quelques secondes. Sitôt ouvert, le passage est à nouveau bloqué. La faute à 7 indices de couleur rouge, un indice qui calcule en temps réel la fréquentation des lieux. L'intention n'est pas celle de punir de quoi que ce soit, c'est vraiment d'informer et de sécuriser l'expérience de chaque personne et des autres. Cette information, on peut aussi la trouver sur son téléphone avant de venir. Le rouge est alors censé être dissuasif, mais voilà, aujourd'hui, il y avait du monde, de quoi bien occuper les dizaines de stewards présents. On va dire aux personnes, c'est pas par ici monsieur, c'est par là. Donc on va avoir beaucoup de contraintes qui vont être données aux personnes. C'est vraiment ça, c'est vraiment pouvoir gérer l'humeur des gens qui est un peu plus compliqué dans ces situations. S'il y a une personne qui sort, vous rentrez, je vous laisse rentrer, ça va? Merci beaucoup. Au Grand Pré de Mons aussi, les stewards ont eu un peu le mauvais rôle cet après-midi. Il y a eu du filtrage à l'extérieur du bâtiment, mais pas de quoi frustrer les clients. Il faut arrêter un petit peu de faire un grand n'importe quoi, de courir l'un sur l'autre, de se retrouver à 50 sur 1 mètre carré, ça sert à rien. Moi je travaille à l'hôpital, je suis infirmière, donc s'il faut, il faut. Voilà, parce que je me rends compte que c'est important. À l'intérieur, 3500 visiteurs, pas un de plus. Une première depuis la réouverture. On a flirté avec hier soir et aujourd'hui à 15h on l'a dépassé. C'était attendu, la police était là, on était là aussi, donc on a pris nos responsabilités. Bref, à Mons comme à Bruxelles, ce premier samedi de décembre était très surveillé. Les mesures étaient à respecter et vraiment personne n'a pu y échapper. En effet, et pour éviter les magasins, beaucoup de Belges préfèrent commander en ligne. Certains se font livrer dans une librairie proche de chez eux, ce qui crée pas mal de soucis logistiques pour les libraires qui croulent littéralement sous les colis. Guillaume Wolf. Ils prennent de la place, beaucoup de place. Dans cette librairie, les colis sont stockés dans le moindre petit espace. Anne a même commencé à en refuser. C'est allé jusque 300 colis. Mais bon, on n'est pas une grosse librairie que pour stocker tout ça. Et donc voilà, c'est pas possible de continuer comme ça. Maintenant, on a réussi à bloquer un petit peu avec Mondial Relais et on n'en accepte que 120 en général. Ils prennent de la place donc, mais aussi du temps. Et le temps, c'est de l'argent pour ces libraires qui ne touchent pas grand-chose sur ces paquets. 20 cents et on est taxé dessus. Donc si on a entre 5 et 7 cents sur le colis, c'est beaucoup. Donc on ne fait pas notre chiffre avec ça. Hein. C'est vraiment un service aux clients. Autre librairie, ici c'est encore pire. Cette commerçante les entasse dans son salon. Alors madame, on est chez vous ici. Vous êtes chez moi, dans notre privé. Nous vivons comme ça depuis le mois de mars, depuis le confinement.
Même la voiture familiale s'est transformée en camionnette de facteur. Épuisés, ces libraires ont décidé d'arrêter le service de colis. Oui, tout à fait. On a donné notre préavis. Oui. Donc pour fin décembre, c'est fini. Moi maintenant, ça devient tard. Avant, j'aimais bien, mais maintenant c'est trop. Voilà, nous terminons nos journées, il est 22h, le temps de tout ranger pour le lendemain. Et c'est plus possible, quoi. C'est très pesant. En Belgique, les livraisons ont explosé avec les 2 confinements. Bipost, le plus gros opérateur, livrait 280 000 colis par jour l'an dernier, 600 000 en ce moment. Cela fait plus de travail, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour tout le monde. Ça peut être une charge de travail énorme pour des fois pas grand-chose, mais je crois qu'aujourd'hui, notre objectif, nous, c'est d'attirer de plus en plus de clients par jour. Donc, un libraire dégage plus ou moins 10% de marge brute, entre 10 et 14% de marge brute. Donc, quand vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires, vous avez 100 € brut en poche. Donc, il vous faut du trafic. Si ça vous ramène 500, 1000 ou 2000 clients par mois, c'est quand même quelque chose d'intéressant, qui peut être intéressant en tout cas pour certains libraires. En fait, la vie des libraires est influencée par leur opérateur de livraison. Bipost offre un meilleur système et de plus gros revenus que les opérateurs choisis par Anne et Laurence. Merci, au revoir. Au revoir. Vous le savez, les mesures strictes décidées lors du précédent comité de concertation sont en vigueur a priori jusqu'au 15 janvier prochain. A priori, car l'EMR Pierre-Yves Jehollet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, veut une nouvelle réunion avant les fêtes. C'est ce qu'il a demandé aujourd'hui dans un tweet. Didier Mkouach, vous êtes au 16 rue de la Loi. Que souhaite exactement le libéral ? Eh bien, Laurent, Pierre-Yves Jehollet a demandé cet après-midi à Alexander De Croo, le Premier ministre, de convoquer un nouveau comité de concertation le 18 décembre prochain, soit quelques jours seulement avant les fêtes de fin d'année. L'objectif, faire le point sur la situation épidémiologique dans notre pays, mais aussi réévaluer certaines mesures concernant notamment la bulle sociale et la fermeture des métiers dits de contact comme les salons de coiffure ou les salons d'esthétique. Cet appel à se réunir, il le justifie en invoquant le désarroi de nombreux citoyens en cette fin d'année perturbée par le coronavirus. Un comité de concertation se tiendra certainement dans 2 semaines car un état des lieux des mesures en vigueur était prévu par les autorités politiques et la date du 18 décembre était déjà évoquée. Mais le prochain comité de concertation ne devrait pas changer grand-chose car cette semaine encore, Frank van den Broek, le ministre fédéral de la Santé, et Alexander De Croo ont exclu tout assouplissement de dernière minute avant les fêtes. Et même si les chiffres de contamination et d'hospitalisation diminuent, ils ne baissent pas encore assez vite. Il faut à tout prix éviter que les fêtes de fin d'année ne soient le déclencheur d'une 3e vague de l'épidémie. Merci beaucoup Didier, mais justement parlons-en de ces chiffres. Ils poursuivent ce samedi leur tendance à la baisse, une lente baisse. 3348 personnes sont toujours hospitalisées. Parmi celles-ci, 789 se trouvent en soins intensifs. L'épidémie ralentit, mais elle n'est toujours pas stabilisée. Mais tout de même, la pression sur les hôpitaux semble lentement diminuer. Illustration en région liégeoise avec Marie Bourguignon. Dans tous les hôpitaux liégeois, le constat est le même. Le nombre de malades atteints du coronavirus est en nette diminution. Au CHC de Liège, les soins aux patients non Covid qui avaient été arrêtés redémarrent progressivement car des lits se libèrent. On a fermé la salle de réveil qui avait été convertie en salle de soins intensifs. Elle est redevenue la salle de réveil du bloc opératoire depuis vendredi. Et donc, on a un peu fêté ça parce que c'est toujours des bonnes nouvelles. Voilà, on espère qu'on n'aura plus jamais à l'ouvrir de notre vie. Au CHR de la Citadelle aussi, la situation s'améliore. Ce matin, on comptait 74 hospitalisations de patients Covid, contre plus du double il y a quelques semaines seulement. Mais attention, on ne parle pas encore de retour à la normale. Les unités des soins intensifs sont toujours très chargées. La situation reste extrêmement tendue. Nous avons 2/3 de nos lits de soins intensifs qui sont encore occupés par des patients Covid. Donc ça veut dire que notre capacité d'utilisation des soins intensifs pour des soins autres que le Covid reste encore extrêmement limitée. Du côté des urgences, dans cet hôpital, on remarque une importante diminution du nombre d'admissions de personnes positives, mais un autre problème survient, l'arrivée de patients atteints de pathologies psychiatriques à cause de la crise. On a remarqué qu'il y avait 2 types d'admissions
séquelaires de la crise Covid, soit des gens qui avaient déjà une pathologie psychiatrique ou psychologique, mais on a aussi des primo-dépressions, si je puis dire, des patients qui viennent parce qu'ils ne se sentent pas bien et ils font eux-mêmes un rapport très clair avec cette période de confinement, d'isolement et de manque probablement de contact. Pour les hôpitaux liégeois, la prochaine étape va être d'accueillir à nouveau les patients qui avaient été transférés en Flandre et en Allemagne. Une question, faut-il continuer de payer son abonnement à une salle de sport si celle-ci est fermée à cause du confinement? La procédure n'est pas toujours très claire. Alors peut-on nous réclamer de l'argent pour un service auquel on n'a plus accès? Valentin Boisgelot a toutes les réponses. Regardez. Des salles de fitness fermées depuis plus d'un mois. Et chez Basic Fit, des remboursements d'abonnements qui semblent difficiles à obtenir. À tel point que Testachat a reçu de nombreuses plaintes. L'association de consommateurs juge les pratiques de Basic Fit inacceptables. Nous pensons que c'est illégal dans la mesure où la force majeure doit jouer en faveur du consommateur dans ce cas-ci. Surtout que Basic Fit ne propose aucune alternative, contrairement à ce qui s'était passé au mois de mars, où sous pression des membres, sous notre pression, il y avait eu des options, des alternatives qui avaient été proposées. Pour Testachat, le cas de figure est simple. Le contrat d'abonnement n'est pas rempli. Basic Fit doit s'incliner. Les consommateurs, pour nous, sont en droit effectivement de réclamer, de demander la suspension de l'abonnement, voire de récupérer les sommes qui ont déjà été payées. D'autant plus qu'une partie du secteur assure cette pratique, donc assure ce service. Basic Fit est resté injoignable aujourd'hui. Mais qu'en est-il d'autres salles de fitness? Dans cette petite structure, pour l'exploitant Michel, pas question de faire payer les abonnés pendant cette période. On n'est pas là pour arnaquer le client. Je veux dire, c'est pas nos membres qui doivent souffrir de la situation. On a un rapport, nous, avec la clientèle qui est très proche. On connaît chaque client personnellement. C'est pas juste un numéro, c'est pas juste un compte en banque. Le plus étonnant sans doute, c'est qu'ici, il a fallu au contraire empêcher les abonnés de continuer à payer. Nombreux sont ceux qui voulaient en effet soutenir leur club, un esprit bien différent que dans certaines entreprises low cost. Ce côté tellement commercial est obligé à faire des domiciliations et on s'épasse des abonnés, des choses comme ça. Ces pratiques commerciales extrêmes ont jeté un peu le discrédit sur le métier du fitness. Reste à savoir comment réagira Basic Fit aux plaintes de Testachat et des nombreux consommateurs qui s'estiment lésés. Dans la suite de ce journal, nous irons à Porto Rico où le célèbre radiotélescope d'Arecibo s'est effondré. Des images impressionnantes, vous le verrez. Ils ont fait le choix d'une vie alternative, d'une vie différente. Rencontre avec des squatteurs dans ce journal. Et puis l'immersion dans l'histoire du jeu vidéo, c'est le loisir culturel le plus pratiqué. Reportage dans ce journal. Mais tout d'abord, cette nouvelle journée de mobilisation en France contre le projet de loi dit de sécurité globale. Pas moins de 90 rassemblements ont été organisés dans tout le pays. C'est à Paris que la manifestation a été la plus importante, la plus tendue aussi. 30 personnes ont été interpellées. Pascal Bustamante. L'affluence, malgré l'épidémie toujours en cours, était importante à Paris. La tension perceptible entre forces de l'ordre et manifestants en général, unités anti-émeutes et casseurs en particulier. Rapidement, après le début du rassemblement, les premières vitres ont volé en éclats. Des feux ont été allumés ici et là. Plusieurs véhicules ont été incendiés, nécessitant l'intervention des pompiers. La manifestation, même si elle n'était pas composée que de casseurs, était marquée par la colère à l'encontre de la loi dite de sécurité globale. Cette loi est la honte de la France, montrée du doigt à l'international par l'ONU, par une centaine d'organisations de défense des droits humains. Les manifestants entendaient continuer à exercer la pression sur l'exécutif à la suite de l'interview du président Macron sur les réseaux sociaux. Une intervention largement commentée dans la rue aujourd'hui. Ce qu'il a reconnu d'une part, ce sont les violences policières. C'est la première fois qu'il le dit. C'est historique. Ce qu'il a reconnu également, c'est le racisme systémique dans la police. Là aussi, c'est historique. Et maintenant, il va falloir passer aux actes. Passer aux actes, c'est bien évidemment la formation et le recrutement des forces de l'ordre. C'est une suppression et non pas une simple réécriture de l'article 24. Une suppression de la loi sécurité globale. En plus de lutter contre la menace envers les libertés civiles que représente à leurs yeux la loi de sécurité globale, les manifestants entendaient aussi défendre les droits sociaux.
Aujourd'hui, la liberté pour les travailleurs privés d'employés précaires, qu'est-ce que c'est? C'est le choix de choisir entre crever de faim ou crever de froid. C'est le choix entre payer les frais de scolarité ou les frais de santé de ses enfants. Voilà, il faut des libertés et pour les libertés, il faut des droits sociaux. De nombreux rassemblements, près de 90 au total, ont eu lieu en France, comme ici à Lille. Les organisateurs estiment avoir rassemblé près de 500 000 personnes. Et on va faire un point d'analyse en direct de Paris avec Adeline Percept. Adeline, c'est un nouveau samedi de manifestation en France. Pourtant, le président Macron a communiqué ces derniers jours et il a tout fait pour tenter d'apaiser cette colère. Effectivement, Emmanuel Macron n'a pas ménagé ses efforts. Il a d'abord fait en début de semaine réécrire complètement l'article 24 de la loi de sécurité globale, celui qui posait le plus de problèmes à ses opposants. Et puis il a accordé cette très longue interview dans le Média Brut pour s'adresser aux jeunes et au fond marteler un message. La France n'est pas et ne sera pas un régime autoritaire. Mais c'est comme si ces messages ne passaient plus au fond dans une partie de la société française. Et ce qu'on a observé aujourd'hui dans la rue, c'est une forme de convergence des luttes. Il y avait tous les opposants à la loi de sécurité globale, il y avait des partis de gauche et d'extrême gauche, des syndicats, mais aussi des gilets jaunes dans la rue, notamment ici à Paris. C'est comme si la grogne sociale qui existait avant le Covid était en train de réapparaître, peut-être de se renforcer, comme si au fond la crise économique et sociale était en train de prendre le pas sur la crise sanitaire ici en France. Adeline Percept à Paris. Merci beaucoup Adeline. Et on reste en France un instant avec cette image. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing a été inhumé ce samedi dans la plus stricte intimité. La cérémonie a eu lieu dans le petit village d'Auton, au sud-ouest de Paris. L'ancien président est mort cette semaine à l'âge de 94 ans des suites du coronavirus. Direction la Russie à présent, qui est le premier pays à avoir commencé officiellement la vaccination de sa population ce samedi avec un vaccin russe, le Spoutnik. Le récit est signé Pascal Bustamante. La Russie est le 4e pays le plus touché au monde en termes de contamination, avec 2,3 millions de cas. Mercredi, 25 000 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui a dû contribuer à ce que le Kremlin donne le feu vert de la vaccination. В конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации. Я знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней. La vaccination de masse est sur le point de débuter. Les groupes à risque et des professions comme le personnel soignant, les enseignants ou encore les travailleurs sociaux ont déjà eu accès au vaccin. Привили несколько человек старше 60 лет, причем мы можем сказать, что вообще побочных эффектов не было и осложнений не было. То есть вакцинация достаточно идет успешно, вакцина «Спутник Ви» нормально работает и достаточно эффективна. Selon ses concepteurs, le vaccin Sputnik 5 est efficace à 95% comme son concurrent américano-allemand Pfizer-BioNTech. Les centres de vaccination sont prêts et ont élaboré des protocoles de suivi. После вакцинации врач оставляет сотовый телефон, по которому пациент может позвонить и получить консультации. Врач, который осматривает пациента перед вакцинацией. 70 cliniques assureront la distribution du vaccin. Il s'administre au moyen de 2 injections. La deuxième doit avoir lieu 21 jours après la première. Решение принимали осознанно, потому что понимаю, что я заболеть боюсь гораздо больше, чем сделать вакцину. D'après le maire de Moscou, dans les 5 heures qui ont suivi l'ouverture des inscriptions, 5000 personnes ont déjà demandé à bénéficier du vaccin. Des images impressionnantes. L'un des plus grands radiotélescopes du monde s'est effondré cette semaine à Porto Rico. L'engin était devenu mythique après son apparition dans plusieurs films, dont un James Bond. C'est aussi une grosse perte pour les scientifiques. Lucie Dendovan. Les images impressionnent. Le télescope chute et puis s'effondre. Un drone a filmé l'instant précis où les câbles qui le soutenaient se sont rompus. Une scène qui rappelle à s'y méprendre celle du film James Bond de 1995, GoldenEye.
Pour les scientifiques et les portoricains, c'est la catastrophe. C'est comme si New York perdait la Statue de la Liberté, ou comme l'incident de Notre-Dame à Paris, ou comme si les Belges ou les Bruxellois perdaient l'atomium. Donc pour eux, c'est un symbole. C'est un symbole. C'est un symbole, et c'est comme si ils avaient perdu un membre de leur famille. Arecibo était aussi le télescope qui déterminait avec la plus grande précision la distance entre un astéroïde et notre Terre et ses risques de collision. C'était en même temps l'oreille de l'espace. Ce télescope a été utilisé pour écouter les étoiles et d'éventuels messages extraterrestres, et qu'on a même envoyé en 1974 un message vers les étoiles de la part de la Terre avec toute une série d'informations sur notre planète. Désormais, le plus grand télescope du monde est chinois. Il s'appelle FAST. Sa coupole fait 500 mètres de diamètre. Et puis il y a les télescopes qui scrutent les étoiles depuis l'espace. C'est ce que fait Hubble depuis 25 ans. Bientôt, le James Webb ira le rejoindre. Un télescope qui fonctionne dans l'infrarouge et qui va vraiment révolutionner l'astronomie dans les années qui viennent, en permettant par exemple de pouvoir étudier la composition de l'atmosphère des exoplanètes les plus proches de la Terre. Sont-elles habitables? La réponse viendra de ces télescopes à l'avenir. Et on garde la tête dans les étoiles avec cette question plus terre à terre. Les hommes et les femmes sont-ils égaux devant la conquête spatiale? Eh bien, si on regarde les chiffres, clairement pas. À peine plus de 10% des personnes envoyées dans l'espace étaient des femmes. L'agence Reuters s'est même livrée à un calcul édifiant. Il y a plus d'animaux qui ont été envoyés dans l'espace que d'astronautes féminines. Pascal Bustamante. Ces images datent de 1963. Elles montrent la première femme de l'histoire envoyée dans l'espace, la Russe Valentina Tereshkova. 2 ans à peine après le premier homme de l'espace, Youri Gagarin. Mais depuis ce premier vol féminin, il y a eu plus d'animaux envoyés dans l'espace que de femmes. Depuis 1961, 551 personnes ont voyagé dans l'espace. Parmi elles, 65 étaient des femmes. Ce qui est moins que l'addition des 57 chiens, 32 chimpanzés et 2 tortues, sans compter les souris, les mouches, les grenouilles, les méduses et les araignées. En termes de pourcentage, le Royaume-Uni mène la course de la parité. Il a envoyé 2 personnes dans l'espace, l'une d'elles était une femme. Ensuite, le Canada, la Chine, le Japon et les États-Unis ont envoyé entre 15 et 20% de femmes parmi leurs astronautes. En 1983, Sally Ride est devenue la première femme américaine dans l'espace. Elle a souligné « Si nous voulons des scientifiques et des ingénieurs dans le futur, nous devons former les filles autant que les garçons ». Les dernières en date sont les astronautes Jessica Meyer et Christina Koch qui ont effectué en 2019 la première sortie dans l'espace exclusivement féminine. Congratulations, Christina and Jessica, on this historic event. This is truly historic. We hope that we can provide an inspiration to everybody, not only women, but to everybody that has a dream, that has a big dream, and that is willing to work hard to make that dream come true. Christina Koch détient parmi les femmes le record de la mission la plus longue dans l'espace, 328 jours. Mais c'est Peggy Wilson qui détient le record de séjours cumulés avec en tout 665 jours dans l'espace, un record tout genre confondu. Retour sur Terre en Belgique. On va aller dans ce journal à la rencontre de ceux qu'on appelle les squatteurs. Contrairement à certaines idées reçues, ils n'agissent pas toujours dans une volonté de destruction, mais par réelle nécessité, voire par conviction politique. Reportage et rencontre à Liège, Marie Bourguignon. Cela fait seulement quelques jours qu'ils ont emménagé dans ce bâtiment laissé à l'abandon. Aujourd'hui, ils apportent les derniers meubles dont ils auront besoin. Amandine, Romain, Yuri et Xavier sont ce qu'on appelle des squatteurs militants. En squattant, c'est qu'on veut faire passer, en utilisant la désobéissance civile, le droit au logement face à la propriété privée. Il y a vraiment des milliers et des milliers de bâtiments vides qui ne sont pas utilisés, ou plutôt utilisés en fait, dans une logique d'enrichissement personnel ou des multinationales qui rachètent énormément de bâtiments et qui ça leur permet de s'enrichir et qui en fait spéculent sur les bâtiments. Amandine a commencé à squatter il y a un peu plus d'1 an, après les mouvements pour le climat et celui des Gilets jaunes.
Après ça, je me voyais mal recommencer à travailler comme avant, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à squatter. Enfin, j'avais envie de faire un truc qui me parle vraiment. Tout ce qui est un peu basique et essentiel, comme avoir l'électricité et tout, au fur et à mesure, on a appris à se débrouiller. Moi, je me suis spécialisée en plomberie. Dans la maison qu'ils occupent, il y a de la place pour 6 ou 7 personnes. Ici, pas de hiérarchie. Pour vivre en communauté, les squatteurs s'organisent de manière démocratique. Donc c'est ici qu'il y a plus ou moins notre garde-manger. Et donc là, c'est toute la récup qu'on a. Quand on en a beaucoup, on essaie de la redistribuer à d'autres personnes. On s'arrange avec des magasins, des fois il y a des dons aussi. Ça sort un peu de plein d'endroits différents. Tout le monde n'a pas le même revenu. Pas, je suis salarié en ce moment. Et donc, a priori, moi, je vais participer à un plus haut taux au coût collectif que, par exemple, une personne qui est toujours étudiante et qui va avoir moins de moyens pour participer à ça. Et donc, ça, c'est un exemple concret de comment est-ce qu'on essaye, nous, à notre échelle, de reconstruire un peu des logiques qu'on aurait envie de voir de façon plus globale dans la société, quoi. Le bâtiment occupé par ces squatteurs appartient à la ville de Liège. Le pâté de maison doit bientôt être rasé. En attendant, l'habitat reste vide. Dans un tout autre décor, nous rencontrons le propriétaire des lieux, le bourgmestre de Liège. À notre micro, il se montre plutôt favorable à la présence des squatteurs dans les bâtiments vides de la ville. À partir du moment où un bâtiment est inoccupé et où des personnes sont en recherche de logement, pourquoi s'opposer à une occupation si elle est organisée, si elle est respectueuse d'un certain nombre de règles? À ce moment-là, les gens sont logés d'une part, et d'autre part, le bâtiment est préservé. Pourtant, squatter reste illégal. De nombreuses idées reçues pèsent toujours sur les squatteurs, mais ceux-ci ont décidé de s'en détacher. C'est chouette de se réapproprier cette image et de la revendiquer et de la défendre même. Moi, je pense n'importe quel squatteur, n'importe quelle squatteuse qui est dans le besoin et qui va juste prendre ce dont il a besoin, même sans demander à personne, et se débrouiller, en fait. Moi, je trouve ça vachement balèze. C'est malheureusement nécessaire dans la société actuelle et on espère que le plus rapidement possible, les gens n'aient plus besoin d'être dans l'illégalité pour avoir un toit au-dessus de leur tête, quoi. En Fédération Wallonie-Bruxelles, entre 45 000 et 60 000 logements sont actuellement inoccupés. Vous l'avez peut-être constaté cet après-midi, si vous habitez le Hainaut, il y a eu des perturbations sur les chaînes radio de la RTBF en cause le remplacement d'une antenne TNT à Anderlues, une opération périlleuse à laquelle a assisté Mathieu Bonnier. Il trône sur la région du haut de ses 150 mètres. Ce pylône installé depuis 50 ans est un point de repère pour tous les habitants venus en nombre. On l'a toujours connu. Donc c'est une fierté aussi, c'est un point de repère, puisque quand on est à l'extérieur et qu'on se balade dans les bois ou dans les terrains, eh bien on le voit, quoi. Donc on sait où on se situer par rapport au village. Je suis de la région, le pylône pour nous c'est notre enfance, donc je suis venu voir un peu les opérations ici concrètement de remplacement d'antenne. Plus qu'un point culminant, l'antenne qui surplombe le pylône permet aux téléspectateurs et auditeurs de la RTBF de capter les différentes chaînes, mais celle-ci doit être adaptée aux nouvelles normes et donc remplacée. Ces grimpeurs ont pour mission de déboulonner la structure existante. C'est impressionnant, mais bon, avec les mesures de sécurité, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Ça se fait, maintenant il faut que la météo soit avec nous et voilà. Une météo qui a un peu retardé l'arrivée de l'hélicoptère. Il s'agit donc d'accélérer le briefing. La première partie, on va venir la poser ici, on est d'accord. Ouais, sans problème. Ce pilote chevronné travaille pour une compagnie suisse. Il va exécuter plusieurs rotations pour transporter au sol les 3 parties de l'antenne, dont le socle. Une opération délicate qui requiert concentration et adresse. Ici, on vient d'enlever la première moitié de l'antenne. Ça représente une charge d'à peu près 2 tonnes. Maintenant, l'hélicoptère se pose. Comme vous voyez, il ne coupe pas les turbines, ce qui veut dire que d'ici 10 minutes à quart d'heure, tout au plus, il va redémarrer. Le temps qu'eux, en dessous, maintenant redescendent et redéboulonnent la deuxième partie. Après un balai aérien de plus d'1 heure, c'est le ouf de soulagement. L'antenne a été entièrement démontée. Opération réussie, très impressionnant. Le pilote d'hélicoptère, c'est vraiment un pro. Hein. On passe tous les jours devant, donc Roméo aime bien le voir, vous voyez. Il le voit tous les jours, donc il me pose la question depuis tout à l'heure. Et voulait venir, donc un papa obéit, vous voyez.
Demain, nouvelle opération délicate. Les équipes vont assembler et monter la nouvelle antenne. D'ici là, les fréquences radio de la RTBF devraient être perturbées dans le Hainaut. C'est l'industrie de divertissement qui rapporte le plus d'argent dans le monde. Plongé ce soir dans l'univers du jeu vidéo, ça fait plusieurs décennies maintenant qu'ils se sont popularisés. Et comme dans chaque univers, le jeu vidéo a ses chefs-d'œuvre, ses pièces de collection et ses trésors oubliés. Le jeu vidéo a même des musées qui lui sont consacrés. Valentin Boichelot. Une petite cave remplie de trésors. Une plongée dans l'histoire des jeux vidéo et de leur première console. Ce collectionneur est un vrai passionné. Chaque objet ici lui rappelle de précieux souvenirs. Si je vais prendre ici ce Final Fantasy VIII, eh bien, pour moi, il a une histoire toute particulière. C'est le premier jeu auquel j'ai joué avec mon épouse. Et le retrouver, je sais que je ne vais pas spécialement me relancer dans 40 heures d'aventure avec la 3D de l'époque, mais l'avoir là près de moi, c'est me rappeler ce moment-là. Parmi ses pièces les plus rares, cette console de jeu Vectrex, sortie en 1982, qui fonctionne encore comme au premier jour. Depuis cette époque, les jeux vidéo se sont considérablement développés. Jusqu'à des scènes d'un incroyable réalisme. Moi, je trouve qu'il y a d'une part quelque chose d'artistique, au niveau du travail de toutes ces personnes qui vont créer une histoire, des graphismes en exploitant la technologie, des sonorités spécifiques, et également un objet culturel comme le sont les films maintenant. Les jeux vidéo devenus objets culturels. À tel point qu'ici, à l'Université de Liège, ce laboratoire en étudie tous les aspects. Alors on branche les consoles, mais pas seulement. On analyse les jeux vidéo notamment sous l'angle de la presse spécialisée, de l'architecture, de l'histoire de l'art ou encore de l'usage de la langue et des lettres. On voit que les gens ont envie de s'intéresser aux jeux vidéo autrement et d'aller au-delà de la relation qu'on en a quand on tient la manette ou le clavier, mais d'y réfléchir aussi a posteriori, de le considérer vraiment comme après qu'on ait regardé un film, on continue à réfléchir au cinéma de manière plus méta, ça peut aussi s'appliquer aux jeux vidéo maintenant. Un art à part entière donc, avec même des musées comme celui-ci à Bruxelles. Il vient de s'installer près de Tour et Taxi. Le Pixel Museum retrace l'histoire des jeux vidéo et de leurs consoles. Voilà, la position qui est la nôtre et qui est celle des États-Unis, c'est de considérer le jeu vidéo comme le 10e art et qui regroupe les 9 premiers. Il y a de l'architecture, il y a de la sculpture, il y a de la musique, il y a de l'écriture, donc il y a de la BD, il y a vraiment, c'est vraiment le cumul des 9 premiers avec en plus l'interactivité. Les jeux vidéo, œuvres artistiques qui traversent les générations au point de devenir le loisir culturel numéro 1. L'industrie vidéoludique représente aujourd'hui la moitié des sommes générées par le secteur du divertissement, bien loin devant le cinéma. Et puis on a appris le décès aujourd'hui du comédien et humoriste français Robert Castel. Il s'était fait connaître notamment grâce à la pièce de théâtre La Famille Hernandez. Il était ce qu'on appelait un représentant de l'humour pied noir. Il s'est éteint à Paris à l'âge de 87 ans. On en vient au sport avec l'annonce de l'arrivée d'un nouveau visage en Formule 1 la saison prochaine. Un nouveau visage mais pas un nouveau nom. Mick Schumacher, le fils du septuple champion du monde, fait déjà beaucoup parler de lui. Jérémy Bez. Son papa, c'était ça. 91 victoires en Grand Prix, 7 titres de champion du monde, une légende qui a dédié sa vie à la Formule 1. Une passion que Michael Schumacher a réussi à transmettre à son fils Mick. Cette vidéo date d'il y a 20 ans. On y voit Michael Schumacher faire découvrir à son fils les sports moteurs. 20 ans plus tard, le petit Mick a bien grandi. À 21 ans, il a appris cette semaine la grande nouvelle. Il roulera en Formule 1 l'an prochain. It's a dream come true, really. It's something I've been chasing for, well, really since I'm like 5 years old, so really childhood. And I'm very proud to be, you know, driving my surname and you know, having the German flag on my car and just giving something back to the German fans as well. Rouler sur les traces de son père, c'est un énorme défi qui l'attend. Car s'il n'aura aucun mal à se faire un nom, il devra réussir à se faire un prénom. Être le fils d'eux, c'est un héritage qu'il faut pouvoir porter. D'ailleurs, ses premiers pas en karting, il les a fait sous le nom de sa maman.
Il est toujours épié, poursuivi par les caméras, mais il a appris à vivre avec cela. Il a mûri, il est très bien entouré. Et pour un jeune de son âge, il a les pieds vraiment bien sur terre. En octobre dernier, Mick Schumacher offrait à Lewis Hamilton le casque de son père. Tout un symbole après que le Britannique ait égalé les 91 victoires records de Schumi en Grand Prix. Mais une question demeure. Mick Schumacher aurait-il un jour rejoint la Formule 1 s'il ne s'appelait pas Schumacher ? Il est clair que c'est une magnifique histoire, surtout vu l'état aujourd'hui de son papa. À valeur égale, on préférera toujours miser sur le fils Schum. D'un point de vue marketing, c'est inestimable, mais il n'y a pas que ça. Son ascension est assez méthodique. 2 ans pour être champion en F3, 2 ans pour l'être en F2. Il sera sans doute titré ce dimanche. Ce n'est pas donné à tout le monde. Une chose est sûre, Mick Schumacher a du talent. Reste à présent à se faire une place dans la cour des grands. Et voilà qui referme ce journal. Tout de suite, place à la météo de Daniela Prepeliuk, suivi de l'émission Une brique dans le ventre et de votre série Capitaine Marlowe. Passez une excellente soirée sur la Une, passez une excellente soirée tout court d'ailleurs, et à demain, 13h.